Le 8 juin 1988, dans la ville de Stillwater, dans l'Oklahoma, aux États-Unis, la vie paisible de la famille Stepp fut brutalement interrompue par un crime aussi choquant que tragique. Ce fait divers reste l'un des cas de crime les plus déroutants de notre époque. C'est parti pour un nouvel épisode de Law Mystery. Mark Stepp était le père de famille. Concernant son âge exact, je n'ai pas d'informations, mais on sait que lors des faits, il avait environ la cinquantaine. Mark était un vétéran de la marine, puis employé dans une centrale électrique comme technicien en instrumentation. Il était connu comme étant un homme posé, facile à vivre et attentionné envers sa femme et leur fille, mais aussi comme étant quelqu'un de très strict dans son éducation. Sa femme, Dolores Stepp, également ancienne militaire, était superviseur comptable à l'université d'Oklahoma. Un rôle exigeant qui lui demande responsabilité et rigueur, et elle était d'ailleurs décrite comme telle. Mark et Dolores Stepp avaient une fille unique, Francine. Elle était étudiante à l'université, mais avait décidé d'arrêter ses études peu de temps après avoir commencé. Elle était décrite comme introvertie, timide et réservée. Selon son entourage, elle n'avait que très peu de liberté. Aux yeux de la communauté, les Stepp étaient une famille stable et prospère, un couple bien sous tout rapport, marié depuis longtemps, bien éduqués et tous deux employés dans leurs domaines respectifs. À première vue, ils avaient une vie américaine classique. Bonne maison, bon travail et stabilité, mais malgré cette apparence, leur manière de discipliner et d'éduquer leur fille était jugée bien trop stricte. Ils imposaient des règles sévères à Francine dans ses relations et ses activités. Par exemple, ses parents désapprouvaient fortement certaines amitiés, notamment celle avec Cindy Sue Wynn, sa meilleure amie. Cindy vivait dans le même quartier que la famille Stepp, et selon Mark et Dolores, elle avait une très mauvaise influence sur Francine. Cette restriction provoquera des tensions grandissantes au sein de la famille. Pour la jeune fille, ses parents ne comprennent pas ses besoins sociaux et personnels. Les désaccords récurrents entre les membres de la famille Stepp menèrent Francine à ne pas se sentir libre d'elle-même, et chaque interdiction renforçait ce sentiment. On peut par contre affirmer qu'il n'y avait aucune violence au sein du foyer, seulement un souci de protection et d'ordre influencé par leur passé militaire, mais perçu par Francine comme oppressif et restrictif. Nous voilà rendus le matin du 8 juin 1988. Le calme habituel de Stillwater est brutalement rompu. Peu après 6 heures du matin, les voisins entendent des cris paniqués provenant de la maison des Stepp. Quelques instants plus tard, Francine Stepp, 18 ans, apparaît chez ses voisins en état de choc apparent. Elle est en pleurs, hystérique, et répète cette phrase glaçante « Mes parents sont morts, quelqu'un les a tués ». Les voisins appellent alors rapidement la police. Lorsqu'ils arrivèrent, Francine les conduit à l'intérieur de la maison familiale. À première vue, rien ne laisse penser à un cambriolage. Aucune effraction visible, la porte d'entrée est fermée, aucune fenêtre n'est brisée. Cette absence d'effraction intrigue immédiatement les enquêteurs. Les policiers se dirigent vers la chambre parentale et ils y découvrent une scène brutale et méthodique. Mark et Dolores sont retrouvés dans leur lit, côte à côte. Mark est allongé sur le dos, abattu par balle avec une arme de petit calibre. Après avoir été touché, il sera poignardé. Dolores, quant à elle, a reçu de multiples coups de couteau. Les draps sont imbibés de sang, mais aucun signe de lutte. Les enquêteurs en déduisent que les victimes dormaient ou étaient à peine éveillées au moment de leur mort. Très vite, ils comprirent que le meurtrier connaissait parfaitement la maison ou les victimes. Francine expliquera aux enquêteurs qu'elle n'était pas à la maison cette nuit-là. Elle affirmera avoir passé la nuit chez sa meilleure amie, Cindy, et être revenue au petit matin et avoir découvert le corps de ses parents. En examinant les lieux, la police découvra une scène de crime qui semblait nettoyée, comme si quelqu'un avait tenté de retarder la découverte, des traces suggérant que le crime était prémédité, ainsi que des empreintes de pas. Peu à peu, l'hypothèse d'un agresseur extérieur s'effondre. Dès les premières heures, les policiers arrivent à une conclusion lourde de sens. Les meurtriers étaient proches des victimes. Soit ils ont été laissés entrer dans la maison volontairement, soit ils vivaient déjà sous ce toit. Cette découverte marque le début d'une enquête qui mènera à une vérité inimaginable. Le danger ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de la maison. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs noteront quelques détails troublants. Le récit de Francine est de plus en plus confus et change légèrement à chaque répétition. Ses émotions paraissent désynchronisées avec la gravité de la situation et surtout, elle semble connaître certains détails avant même que la police ne les évoque.
À ce stade, Francine n'est pas reconnue comme suspecte, mais les policiers commencent peu à peu à douter. Sa meilleure amie Cindy sera à son tour interrogée. Elle confirmera la version de son amie. Cependant, les enquêteurs remarqueront que les horaires ne correspondent pas et que certains détails sont racontés comme s'ils avaient été répétés ou appris. C'est alors qu'ils adopteront une stratégie différente, classique, mais efficace, la pression psychologique. Ils séparèrent les deux jeunes filles et expliquent à Francine que Cindy était en train de craquer. Elle allait certainement parler. Ils joueront sur le fait qu'il y avait de nombreuses incohérences dans leur discours et que son alibi, au vu des aveux de son amie, ne tient plus la route. Francine, décrite comme émotionnellement immature et dépendante de Cindy, commence alors à céder. Elle se montre anxieuse, pleure et semble terrifiée. Et c'est lors d'un ultime interrogatoire, confrontée aux incohérences et aux éléments matériels, que Francine cessera de nier et finira par admettre son implication. Puis, elle passera à des aveux complets. Elle reconnaîtra avoir attaqué ses parents cette nuit du 7 au 8 juin, alors qu'ils dormaient, et surtout avoir prémédité ses crimes. Elle avouera que le mobile principal de son acte était sa colère profonde envers ses parents et son sentiment de non-liberté. Elle affirmera également l'implication de sa meilleure amie, qui n'aurait pas agi physiquement, mais l'aurait encouragée dans sa démarche. Elle expliquera simplement qu'elle ne supportait plus de vivre sous leur règne. C'est un aveu froid, presque détaché, qui choquera profondément les policiers. Vient alors le moment où elle expliquera en détail ses actes. Dans les jours qui précédèrent le crime, Francine se dit dans un état de frustration extrême. Ses parents ont renforcé leurs interdictions, notamment concernant sa relation avec Cindy. Selon Francine, l'idée de tuer ses parents n'est pas impulsive, mais réfléchie. Elle en discutera même longuement avec son amie, Cindy, et commence peu à peu à voir le meurtre comme étant la seule issue possible pour être libre. Elle attendra la nuit du 7 juin pour passer à l'acte. Marc et Dolores se couchent, comme à leur habitude. Francine est présente dans la maison, contrairement à ce qu'elle affirmera ensuite. Elle attendra que la maison soit silencieuse et que ses parents soient profondément endormis. Elle entre doucement dans la chambre parentale et utilise une arme à feu de petit calibre. De sang-froid, elle abattra son père. Elle finira par le poignarder. Elle tuera son père en premier, afin d'éviter toute tentative de défense. Viendra le tour de Dolores, sa mère. Elle l'attaquera également avec un couteau, à de nombreuses reprises, ne laissant aucune chance à celle-ci. Francine décrira son attaque comme rapide, directe et rapprochée. Selon ses aveux, l'agression s'est déroulée en quelques minutes seulement, et le couple n'aurait pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Une fois l'attaque terminée, Francine quitte la chambre et ne tente pas de contacter les secours. Au contraire, elle prépare un scénario ainsi qu'un faux alibi en lien avec son amie Cindy. Pour détourner les soupçons, elle prépare la mise en scène suivante. Premièrement, elle alerte ses voisins en jouant la surprise au petit matin et elle fera comme si elle découvrait la scène pour la première fois. Elle donnera également l'alibi soigneusement préparé avec son amie. À l'issue de ses aveux, Francine sera immédiatement arrêtée. Elle plaidera coupable pour les 2 meurtres au premier degré avec préméditation. Elle sera condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle tentera à de nombreuses reprises d'obtenir une libération, mais toutes ses démarches seront bien entendu rejetées. Quant à Cindy, elle sera condamnée à 10 ans de prison pour complicité et sollicitation de meurtre. Elle sera finalement libérée en 1999, après avoir purgé sa peine complète. Cette affaire choque par sa froideur et sa préméditation. Elle nous rappelle que parfois, le danger le plus terrifiant n'est pas celui d'un étranger, mais celui qui vit sous votre toit. L'histoire de la famille Stepp s'arrête ici, mais les questions, elles, restent ouvertes. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, et si ce genre d'affaires te fascine, abonne-toi pour d'autres histoires qui t'attendent.